Lady Margaret Beaufort, 13 ans, se tord de douleur dans une chambre faiblement éclairée du château de Bledsoe, par une nuit glaciale d'hiver de 1457. Son cri résonne dans les couloirs de pierre, perçant le hurlement du vent comme un couteau tranchant la soie. Entourée de bougies vacillantes, Margaret serre les draps tachés sous elle, tandis que son corps frêle est secoué par des spasmes inimaginables. Les sages-femmes murmurent des prières en latin, leurs visages solennels dans les ombres dansantes. Dehors, la neige recouvre le sol gelé du Bedfordshire. Mais dans cette chambre, un futur roi d'Angleterre est arraché à une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Margaret Auburn Hare s'accroche à son visage trempé de sueur tandis qu'une nouvelle vague d'agonie la submerge. Il la croit mourante. Le bébé est trop grand, ses hanches trop étroites. Son corps, encore en pleine croissance à 13 ans, accouche du fils qui régnera un jour sur l'Angleterre sous le nom d'Henri VII. L'ironie, semble-t-il, n'échappe à personne présent. Né dans la misère, cet enfant mettra fin au conflit le plus brutal d'Angleterre, inaugurant la dynastie Tudor qui allait transformer le monde. Plongez dans ces récits méconnus de persévérance face à l'adversité, si vous êtes intrigué par la découverte des vérités cachées de l'histoire. Si vous appréciez ce contenu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour en savoir plus. Partagez votre localisation ci-dessous. Il est stupéfiant de parcourir simultanément ces récits anciens, provenant de divers coins du monde, liés par le temps et l'espace par notre fascination mutuelle pour le passé. Lady Margaret Beaufort, qui reposait dans ce lit, n'était pas une noble dame ordinaire. Sa lignée remontait à Jean de Gand, duc de Lancastre, quatrième fils d'Édouard III, ce qui faisait d'elle une descendante de roi. Cependant, comme Margaret allait le comprendre tout au long de sa vie remarquable, avoir du sang royal pouvait être à la fois un don et un fardeau. Le paysage politique tumultueux de l'Angleterre du XVe siècle, à la veille de la guerre des Deux Roses, faisait de la lignée un atout stratégique ou un danger potentiel. Le cheminement de Margaret vers cette salle d'accouchement avait commencé des décennies plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une enfant gambadée dans les jardins du château de Bledsoe. Née vers 1449 de John Beaufort, premier duc de Somerset, et de Margaret Beauchamp de Bledsoe, elle évolua dans un monde où les allégeances fluctuaient comme le sable et où le mariage était l'instrument suprême de la diplomatie. Son père mourut, alors qu'elle avait à peine un an. Certains le qualifièrent de mort après que des revers militaires en France l'eurent laissé brisé et déshonoré. D'autres murmurèrent à propos d'empoisonnement, car les soupçons d'empoisonnement suivaient chaque décès soudain parmi la noblesse, tels des vautours suivant une armée. Les circonstances entourant la disparition de John Beaufort jetèrent une ombre sur la jeunesse de Margaret. En 1444, le commandant anglais John Beaufort rentra de France, où il avait dirigé des forces durant les dernières phases de la guerre de Cent Ans, alors que les territoires conquis par Henri V s'amenuisaient. Les désastres militaires le rongeaient comme une tumeur maligne. Ses yeux se creusèrent, ses mains tremblèrent, et il parla de moins en moins, consumé par de longues heures passées à fixer le vide. Le 27 mai de la même année, Beaufort fut découvert mort dans ses appartements de la cathédrale de Wimborne. Officiellement, la fièvre était la cause de son décès, mais ses proches pensaient qu'il s'agissait d'une cause plus sinistre, un choix entre la mort et le déshonneur. Saisissant l'occasion, la duchesse douairière Margaret Beauchamp assura rapidement l'avenir de sa fille. À 6 ans, la jeune Margaret était fiancée à John de la Pole, fils de William de la Pole, duc de Suffolk, comprenant que les alliances étaient la seule source de valeur pour une femme et son enfant, dans un monde où leur survie en dépendait. En 1450, une alliance solide se forgea entre deux familles anglaises influentes. Cependant, l'instabilité politique rendit ce lien fragile, car Suffolk, l'un des personnages clés, trouva la mort prématurée lors de la traversée de la Manche. Le mariage prévu fut annulé, réduisant l'accord à un parchemin sans valeur. La chute de Suffolk fut due à son rôle dans l'organisation de l'union d'Henri VI avec Marguerite d'Anjou et de la concession du Maine et de l'Anjou à la France par l'Angleterre, une décision qui déclencha la fureur de la noblesse comme du peuple. Sa mort fut brutale, même selon les normes historiques,
Capturé par des pirates ou des adversaires politiques, il fut contraint de s'agenouiller au bord du navire, où l'un de ses assaillants le décapita avec une épée rouillée, nécessitant plusieurs coups maladroits. Les femmes de la lignée de Beaufort apprirent rapidement que la survie exigeait de l'adaptabilité. De nouvelles fiançailles s'ensuivirent rapidement, avec Edmond Tudor, comte de Richmond, demi-frère du roi Henri VI par le mariage de sa mère avec Owen Tudor. Arrivant gallois du XVe siècle, les Tudors, malgré leur lignée douteuse, réussirent à s'assurer la faveur du roi au détriment de leurs ancêtres. Owen Tudor, fonctionnaire de la cour, attira l'attention de Catherine de Valois, veuve d'Henri V. Leur mariage clandestin fit sensation au sein de la noblesse, mais donna naissance à 2 fils, Edmond et Jasper Tudor. Reconnus par Henri VI, ils furent élevés à la pairie. En 1455, Marguerite, âgée d'environ 12 ans, épousa Edmond Tudor, une union qui renforça leurs liens politiques et la lia à un avenir inimaginable. La cérémonie eut lieu au château de Bledsoe, la forteresse même où elle avait grandi. Le grand hall était orné de tapisseries, illustrant les exploits de ses ancêtres Beaufort, tandis que la chapelle abritait le tombeau de son grand-père, John Beaufort, comte de Somerset. Edmond Tudor, 22 ans, endurci par la guerre et la politique, épousa Margaret, une adolescente. Margaret, quant à elle, n'avait pas encore perdu ses vêtements d'enfant. L'union fut consommée promptement, car il n'y avait pas de coutume d'attendre la maturité physique, à une époque où les dames nobles étaient considérées comme des juments reproductrices pour des intérêts dynastiques. La nuit de noces laissa une cicatrice émotionnelle durable sur Margaret, se manifestant par des dommages corporels permanents, et une dévotion religieuse de toute une vie, frisant l'obsession. À peine quelques mois après le mariage, les changements corporels de Margaret emplirent son jeune esprit d'effroi. Autour d'elle, des femmes âgées chuchotaient à propos de son état, leurs expressions révélant un mélange de joie face à une héritière potentielle et d'inquiétude pour une mère si jeune. La mère de Margaret observait l'utérus de sa fille, se développer avec une profonde inquiétude, car elle avait 18 ans à la naissance de Margaret, âge suffisamment avancé pour survivre à un accouchement sans danger. À 12 ans, sur le point d'en avoir 13, Marguerite entreprenait une entreprise qui avait coûté la vie à de nombreuses femmes plus âgées et plus robustes qu'elle. Cependant, Edmond Tudor n'assisterait jamais à la naissance de son enfant. À l'automne 1456, alors qu'il menait la guerre contre les forces yorkistes au pays de Galles, il fut emprisonné au château de Carmarthen. Les détails de sa capture et de sa mort restent flous, enveloppés par le brouillard des conflits civils et des complots politiques. Certaines histoires insinuent qu'il aurait été capturé lors d'un assaut soudain, alors que ses troupes étaient dispersées dans le sud du pays de Galles. D'autres évoquent une trahison au sein de ses propres rangs. Qu'il ait succombé à la peste dans sa cellule ou qu'il ait été assassiné par ses ravisseurs est l'une des énigmes non résolues de l'histoire. La théorie de la peste facilitait la tâche de ses ravisseurs, car la maladie était répandue dans les prisons médiévales, et prétendre à une mort naturelle les absolvait du meurtre d'un demi-frère royal. En 1456, Marguerite, âgée de 13 ans, veuve et enceinte, fut abandonnée dans un monde au bord de la guerre civile. La triste nouvelle de la mort de son mari parvint au palais de Llanfay, dans le Pembrokeshire, en novembre. Le messager avait traversé le pays de Galles à cheval sous une forte pluie de novembre. Par un heureux hasard, Marguerite priait pour la sécurité de son mari dans la chapelle du palais, lorsque les pas du messager résonnèrent sur le sol de pierre froid derrière elle. À l'annonce du décès d'Edmond, elle sentit son monde s'écrouler. Jasper Tudor, le frère cadet d'Edmond, prit en charge sa belle-sœur enceinte, une décision à la fois courageuse et pragmatique. Margaret donna naissance au futur héritier des Tudor, l'enfant qui pourrait perpétuer leur lignée royale. Il la conduisit dans sa forteresse du château de Pembroke, au pays de Galles, où les murs de pierre colossaux la protégeaient des troubles extérieurs grandissants. Pembroke se dressait telle une citadelle aux confins du monde, perchée sur les falaises surplombant Milford Haven, où les vagues implacables de l'Atlantique s'écrasaient sans relâche contre les rochers. Dans ce château gallois isolé, Margaret allait subir l'épreuve la plus atroce de sa jeunesse. Le voyage jusqu'à Pembroke, alors qu'elle était enceinte, était une véritable épreuve.
Les sentiers d'hiver étaient difficilement praticables, criblés de boue gelée et obstrués par des arbres tombés. Margaret voyageait dans une litière tirée par des chevaux, chaque secousse, chaque bosse transmettant la douleur à son corps distendu. Le voyage, qui aurait dû durer 2 jours, s'est prolongé à 5 jours, alors qu'il contournait des rivières en crue et évitait des bandes d'hommes armés dont les allégeances étaient incertaines. En hiver, le château de Pembroke était un refuge austère. Perché sur un affleurement calcaire dominant la rivière Pembroke, le château s'imposait comme un point de repère à des kilomètres à la ronde. Son imposante tour circulaire, haute de près de 24 mètres, avait résisté au siège et aux tempêtes pendant 3 siècles. Son but n'était pas le confort, mais la survie. Les chambres du château étaient froides et pleines de courants d'air, la seule chaleur provenant d'énormes cheminées qui consommaient le bois plus vite que les domestiques ne pouvaient le réapprovisionner. Les appartements de Marguerite étaient ornés d'épaisses tapisseries pour se protéger du vent qui résonnait dans chaque fissure des anciennes pierres. L'hiver de 1456 et 1457 fut exceptionnellement rigoureux. Du givre se forma aux fenêtres du château et la brise marine s'infiltra par chaque fissure des vieilles pierres. Grosse de son enfant, Marguerite trouva difficile de traverser sa chambre sans se fatiguer, même sur toute sa longueur. Son corps, encore immature à bien des égards, s'épuisait sous ce lourd fardeau. Le médecin du château, un érudit connaisseur des universités d'Oxford et de Paris, l'inspecta avec une appréhension croissante. Ses hanches étaient trop étroites, révéla-t-il à Jasper Tudor. La position du bébé était problématique. L'accouchement pouvait être dangereux, voire fatal. Le docteur Louis Carléon, qui avait accouché pour des reines et des roturières, avait étudié les ouvrages anciens d'Hippocrate et de Galien, assisté aux conférences des plus grands esprits médicaux de sa génération, et accumulé 40 années d'expérience en matière de guérison. Cependant, en examinant la femme enceinte dont il avait la charge, toutes ses connaissances semblaient insuffisantes. Le bassin de Margaret n'était pas encore mature, elle était encore en pleine croissance. Le bébé dans son ventre était volumineux, dans une position problématique, et présentait des signes de détresse. Il exprima ses inquiétudes à Jasper Tudor lors d'une réunion privée dans la chambre solaire. La neige soufflait contre les meurtrières tandis qu'il discutait discrètement de la situation difficile de Margaret. Carléon fut direct. Jasper Tudor se retrouva dans une situation familière, rarement favorable à la mère ou à l'enfant. Les médecins pouvaient manœuvrer le bébé, mais cela pouvait être mortel pour les 2 patients sur le coup. Ils pouvaient aussi attendre, espérant que la nature ajuste la position. Mais un tel retard augmentait le risque de décès du nourrisson et de fatigue pour Margaret. Une autre option était la césarienne, une intervention généralement fatale pour la mère. À seulement 25 ans, Jasper Tudor portait la lourde responsabilité de décider du destin de sa belle-sœur. Si Margaret mourait, la lignée des Tudor s'éteindrait avec lui, cadet célibataire et privé d'héritier légitime. Si elle survivait mais perdait l'enfant, le même sort s'ensuivrait. Les conséquences politiques étaient considérables, tout comme l'affection personnelle. Il avait développé une affection pour la jeune fille, digne et intelligente, qui affrontait le veuvage avec tant de grâce. À mesure que la grossesse de Margaret avançait pendant les sombres mois d'hiver, sa maturité dépassait son âge. Elle consacra son temps à la maîtrise de la politique, de l'art de gouverner et des tactiques de survie, consciente que le savoir serait un atout essentiel dans les batailles à venir. Jasper Tudor, touché par son intelligence et sa ténacité, lui servit de mentor. Il lui transmit des compétences telles que le discernement des expressions, le décryptage des messages cachés dans la rhétorique diplomatique et la navigation dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui dominaient la noblesse. Margaret, de plus, se plongea profondément dans les études religieuses, ce qui suscita des inquiétudes quant à ses fréquentes absences. Elle passa d'innombrables heures dans la chapelle du château, priant avec ferveur jusqu'à ce que ses genoux soient les blessés et en sang. Elle mémorisa des prières latines, se plongea dans des textes théologiques et forgea un lien spirituel fort avec Dieu qui la soutiendra pendant des années de conflits politiques. Les historiens suggèrent que sa profonde religiosité lui servit initialement à surmonter la détresse d'un mariage précoce et de la maternité, donnant un sens à des expériences autrement perçues comme des épreuves insensées. Le prêtre du château, le père Meredith, joua un rôle important dans l'éducation de Margaret, un homme qui avait étudié à Cambridge avant de prononcer ses vœux.
Il était rompu aux études universitaires et aux réalités politiques de la survie dans une époque troublée. Il lui inculqua la conviction que Dieu agissait souvent par l'intermédiaire des actions humaines, que la prière sans action était vaine, mais que l'action guidée par la prière pouvait déplacer des montagnes. En cette nuit glaciale de 1457, le travail de Margaret commença dans des souffrances qui la contraignirent à se plier en deux. Elle se promenait dans les murs du château, suivant les conseils médicaux pour rester en bonne santé, lorsque les premières contractions se firent ressentir. L'agonie qu'elle endura fut sans pareille, une sensation de brûlure, de déchirement, comme si son corps était déchiré en deux. Elle s'effondra contre les fortifications de pierre, haletante, tandis que ces dames d'honneur se hâtèrent de l'aider à regagner ses quartiers. Les sages femmes, des femmes expérimentées, ayant donné naissance à d'innombrables enfants, échangèrent des regards significatifs. Elles reconnaissaient la situation. Une mère tentant d'accoucher d'un autre enfant. La nature mise à rude épreuve par le désir humain et les contraintes politiques. Elles préparèrent leurs outils et murmurèrent des prières, conscientes qu'avant l'aube, l'une de leurs patientes, voire les deux, pourrait ne pas survivre. Lady Gwenllian Furchtafide, la sage-femme en chef, était une femme qui accouchait depuis 30 ans. Elle avait appris son métier auprès de sa mère et de sa grand-mère, perpétuant des secrets transmis de génération en génération de Galloises. Sa connaissance englobait les herbes pour soulager la douleur, les méthodes pour repositionner les bébés nés par le siège et les prières pour donner du courage aux femmes en travail. Pourtant, lorsqu'elle observa Margaret, une pâleur envahit son visage épuisé. Les sages-femmes préparèrent leurs instruments avec une précision sombre. Parmi eux se trouvaient des couteaux destinés à couper le cordon ombilical, mais aussi à des interventions trop pénibles pour être comprises. Il y avait des crochets et des forceps pour récupérer les enfants mort-nés, des concoctions pour réconforter les mères épuisées et des reliques sacrées pour l'intercession divine. La pièce s'emplit de fumée provenant de la combustion d'herbes, de la lavande pour la tranquillité, du romarin pour la vigueur, et de diverses plantes dont les propriétés étaient connues exclusivement des femmes qui assistaient aux accouchements et aux décès. Pendant 18 heures, Margaret endura une douleur indescriptible. Ses cris résonnèrent sur les murs de pierre jusqu'à ce qu'une voix cesse, remplacée par des halètements, des sons primitifs de tourment. Les sages-femmes travaillaient avec acharnement, leurs mains luisantes de sang s'efforçant de sauver la mère et l'enfant. Dame Gwenllian employa toutes les méthodes à sa disposition. Massage, repositionnement, soins à base de plantes et paroles motivantes murmurées à l'oreille de Margaret. Jasper Tudor arpenta les couloirs extérieurs, ses pas résonnant sur le sol de pierre, conscient que le sort de la cause lancastrienne pouvait se jouer dans cette pièce. Il entendit les cris de Margaret à travers l'épaisse porte de chêne, chacun le transperçant comme un couteau. Des domestiques accoururent avec des seaux d'eau chaude et des piles de linge propre, leurs expressions reflétant la gravité de la situation. Le père Meredith s'agenouilla dans la chapelle, priant sans cesse pour la jeune femme dont la vie était au bord du précipice. À l'aube, les forces de Margaret déclinèrent. Elle était en travail depuis presque une journée entière, son jeune corps étant tendu au-delà de ses limites. Le docteur Carlyon, tiré de son sommeil agité, l'examina et s'entretint avec dame Gwenllian. Dans un état précaire, la mère et l'enfant se débattaient. Le cœur du bébé battait de façon irrégulière et faible, tandis que Margaret, victime d'une hémorragie interne, avait un pouce-varque faible et paraissait pâle comme du parchemin. Le choix risqué était de tenter une extraction manuelle, une intervention qui pouvait sauver l'enfant, mais qui pouvait potentiellement coûter la vie à la mère. Dame Gwenllian, qui avait déjà pratiqué cette technique, se retrouva face à un défi sans précédent. Une jeune et minuscule patiente, priant silencieusement sainte Marguerite d'Antioche, patronne de l'accouchement, elle positionna soigneusement Margaret. Dans l'intention de mettre le bébé au monde, elle plongea sa main dans le corps de la jeune femme. Lorsque l'enfant naquit enfin, arraché du corps de Margaret dans un processus qui faillit lui être fatal, les sages-femmes retinrent leur souffle. Le nouveau-né était d'une pâleur fantomatique, respirant à peine, couvert de sang et de liquide amniotique. Pendant un instant, la chambre fut encore séparée de la respiration laborieuse de Margaret et du feu crépitant dans l'âtre. Après que dame Gwenllian eut dégagé la bouche et la gorge du nourrisson, un cri qui bouleversa tout résonna.
Un gémissement ténu et plein de ressentiment annonça la naissance d'Henry Tudor, futur roi d'Angleterre. Margaret, à peine consciente, le corps profondément éprouvé par l'expérience, entendit le cri inaugural de son fils au milieu d'un voile de douleur et de fatigue. Elle tenta de l'atteindre, mais ses bras refusèrent d'obéir à ses instructions mentales. Dame Gwenllian plaça temporairement le bébé sur la poitrine de Margaret pour leur première rencontre habituelle, avant de le précipiter vers le feu pour le nettoyer et l'emmailloter. Margaret fixa le nourrisson avec une concentration désespérée, se rappelant chaque détail de son petit visage. Le mal infligé à Margaret était considérable et irréversible. L'examen du docteur Karl Cléon dans les jours qui suivirent la naissance révéla d'importantes déchirures et des blessures internes qui persistèrent à ne pas guérir. Le médecin murmura à propos de tissus déchirés et d'organes endommagés, et d'une perte de sang proche de la mort. Durant son adolescence, l'accouchement de Margaret l'empêcha d'avoir d'autres enfants. Ce premier accouchement interrompit prématurément sa période de procréation. À 13 ans, elle était quasiment stérile. Sa fertilité lui fut retirée en sacrifice pour des raisons politiques et dynastiques. Sa guérison physique progressa péniblement, Margaret luttant contre la fièvre et l'infection pendant des semaines. Le docteur Cléon utilisa tous les traitements de son vaste répertoire. Saignée pour équilibrer ses fluides, compresse d'herbe pour combattre l'infection, et vin puissant infusé aux plantes médicinales pour lui redonner de la vitalité. Dame Gwenllian était toujours aux côtés de Margaret, lui donnant du bouillon lorsque ses lèvres étaient en gercé, et observant chaque changement dans son état. La guérison émotionnelle de Margaret fut complexe. Le traumatisme qu'elle vécut se traduisit par des cauchemars qui la faisaient hurler et pleurer aux premières heures de la nuit. Elle développa une peur extrême du contact physique, reculant au moindre contact de ceux qui s'occupèrent d'elle. Le lien entre Margaret Beaufort et son fils nouveau-né était tendu en raison du lien entre sa naissance et son agonie. Malgré son adoration profonde pour lui, elle trouvait difficile de le tenir dans ses bras sans être submergée par les souvenirs de sa naissance tumultueuse. Pourtant, si son corps était brisé, son esprit demeurait intact. À mesure qu'elle guérissait après la naissance d'Henri, elle révélait la volonté indomptable et le sens stratégique qui ferait d'elle l'une des femmes les plus influentes de l'histoire anglaise. Elle reconnaissait, malgré son état de faiblesse, que son fils symbolisait l'avenir de la cause lancastrienne. De plus, elle reconnaissait qu'une veuve sans terre, mère d'un fils en bas âge, avait besoin de protection dans un monde au bord du chaos. La guerre des deux roses s'intensifiait dans le chaos. La première bataille de Saint-Alban, en 1455, marquant la volonté de l'Angleterre de régler ses conflits dynastiques par l'épée et la hache plutôt que par la négociation. Pendant 3 décennies, la rose blanche de la maison d'York affronta la rose rouge de Lancastre dans un conflit qui engloutit la noblesse anglaise. Richard, duc d'York, revendiquait le trône, remontant au 2e fils d'Édouard III, tandis que les Lancastre maintenaient leur règne grâce à leur descendance du 4e fils d'Édouard III, Jean de Gand. Marguerite, lancastrienne de par ses origines Beaufort, se retrouva alliée à une cause chancelante. Le roi lancastrien Henri VI était perçu comme faible, peut-être fou et incompétent pour gouverner. Son épouse, Marguerite d'Anjou, était plus compétente, mais aussi largement détestée. Étrangère, elle fut tenue pour responsable des revers militaires de l'Angleterre en France et de la chute du pays dans la guerre civile. Son remède, le mariage, encore. En 1458, encore en convalescence, après la naissance d'Henri, elle épousa Sir Henry Stafford, le fils cadet du duc de Buckingham. Le mariage fut un événement discret, contrastant avec le faste qui entoura son mariage avec Edmund Tudor. Margaret, malgré sa convalescence et son deuil, se retrouva mariée à un inconnu dont la valeur résidait avant tout dans la politique plutôt que dans l'affection. Stafford, favorable aux yorkistes, avait plus de poids en tant que pragmatique, conscient de l'importance de préserver la vie de Margaret, d'où les précieux domaines et la lignée des Beaufort. Pour Margaret, ce mariage symbolisait la sécurité pour elle et son fils, malgré le partage de leur logement avec un homme dont les convictions politiques contredisaient ses convictions profondes. Cette union relevait moins du romantisme que d'un partenariat stratégique pour régler des problèmes pratiques. Le contrat de mariage, négocié par la mère de Margaret et le père de Stafford, était minutieusement détaillé, reflétant le climat politique complexe.
Margaret conserverait l'autorité sur ses domaines des Beaufort, garantissant ainsi la sécurité de l'héritage de son fils. La tutelle exercée par Jasper Tudor sur le jeune Henry Tudor fut cruciale pour préserver sa vie, car il bénéficiait d'une protection militaire et d'un soutien politique en échange de leur sympathie lancastrienne. L'union avec Stafford dura 14 ans, au cœur de certains des conflits les plus meurtriers de l'histoire anglaise. Margaret observa de loin les fluctuations du destin de l'Angleterre, les rois étant déposés et couronnés à répétition. Chaque changement de monarchie apportait de nouvelles menaces à ceux dont les allégeances étaient douteuses, ou dont les lignées étaient importantes. Margaret perfectionna son aptitude à naviguer dans ces eaux périlleuses, nouant des relations avec des femmes des deux camps, consciente que les réseaux féminins avaient tendance à durer plus longtemps que les alliances masculines. Entretenir une correspondance régulière avec Élisabeth Woodville, reine d'Édouard IV, et communiquer secrètement avec Marguerite d'Anjou en exil en France exigeait un talent diplomatique remarquable. Un mot d'inattention pouvait entraîner des accusations de trahison. Durant ces années tumultueuses, Henri, le fils de Marguerite, fut retenu au pays de Galles sous la surveillance de Jasper Tudor. Cet arrangement était pratique, mais laissa Marguerite profondément ancrée. Elle voyait rarement son unique enfant, et même lorsqu'ils se rencontraient, c'était toujours dans des circonstances convenues. De nourrisson à jeune homme, Henri passa son enfance en étranger pour sa mère, élevée dans les collines galloises par son oncle, tandis qu'elle naviguait dans les eaux troubles de la politique de la cour anglaise. La séparation fut vitale, mais douloureuse. Marguerite exprima son désir maternel inassouvi dans des lettres, et codifia soigneusement des messages qui pouvaient y passer inaperçus à travers les lignes ennemies, sans divulguer d'informations sensibles. Des cadeaux étaient envoyés dès que possible. Livres, vêtements, bibelots susceptibles d'évoquer le souvenir d'une mère presque oubliée pour Henri. Mais celle-ci était souvent dans un état d'inquiétude perpétuelle, incertaine de la sécurité, de la santé ou même de la vie de son fils. L'éducation d'Henri au pays de Galles fut inclusive et fonctionnelle. Jasper Tudor veilla à ce que son neveu maîtrise non seulement les talents nobles traditionnels tels que l'équitation, l'escrime, la musique et la danse, mais aussi les aptitudes exigeantes nécessaires à la survie. Henri maîtrisait couramment le gallois, s'habitua au rythme de la vie rurale et apprit à susciter la dévotion d'hommes qui ne lui devaient que le respect. Ces enseignements se révéleraient indispensables lorsqu'il reconquit finalement son trône. L'éducation de Marguerite se poursuivit grâce à son mariage avec Stafford. Elle apprit à gérer de vastes propriétés, à interpréter les documents financiers et à saisir le réseau complexe de devoirs qui unissait la société médiévale. Elle se plongea dans le droit, l'histoire et la théologie, avec une ferveur comparable à celle d'un universitaire. L'année 1461 marque un tournant majeur. La bataille de Towton donne lieu à l'un des conflits les plus meurtriers d'Angleterre. On estime que 50 000 hommes s'affrontent sur un champ enneigé du Yorkshire le 29 mars. À la tombée de la nuit, près de la moitié des hommes ont péri. La cause lancastrienne subit de graves dommages, ses chefs étant tués ou dispersés, tandis qu'Henri VI s'enfuit en Écosse et que Marguerite d'Anjou s'embarque pour la France avec son fils Édouard de Westminster. Après Towton, la situation devient précaire pour Marguerite, en raison de sa lignée lancastrienne, ce qui la rend suspecte aux yeux d'Édouard IV. Son mariage avec Stafford lui offre une certaine protection, mais plus dangereux encore, son fils, encore jeune, au pays de Galles, risque de devenir le foyer d'une rébellion lancastrienne. En pacte 1469, Édouard IV s'engagea dans une bataille, Henry Stafford combattant à ses côtés à Edgecote. Une profonde blessure infectée à la cuisse laissa Henry partiellement handicapé et lui inspira du ressentiment envers la cause yorkiste qu'il servait. Le peu de reconnaissance et de récompense pour ses sacrifices nourrit en lui un sentiment de déception, le rendant vulnérable aux subtiles manipulations de Marguerite. Durant ces nuits blanches, Marguerite se demandait si les soldats s'empareraient d'Henri ou si elle apprendrait la mort de son fils. Pour échapper à d'éventuels dangers, elle construisit un réseau complexe d'espions, utilisant l'argent de ses serviteurs et de ses marchands pour recueillir des nouvelles du pays de Galles, soudoyant des commis pour avoir accès à la correspondance royale, et s'efforçant sans relâche de se tenir informée des menaces imminentes. Cette vigilance incessante eut des conséquences néfastes.
mais elle sauva la vie de son fils. Marguerite a soutenu son mari blessé pendant des mois, au cours d'une convalescence laborieuse, transformant simultanément ses allégeances politiques. Elle ne défendit pas ouvertement la cause lancastrienne, car cela aurait été périlleux. Au contraire, elle sema le doute sur les capacités d'Édouard IV, relaya des histoires de tromperie et d'inefficacité des yorkistes, et convainquit subtilement Stafford qu'il n'avait pas été correctement rémunéré pour ses services. Cette tâche complexe exigea des prouesses psychologiques exceptionnelles. Marguerite dut surmonter des décennies de dévouement envers les yorkistes, sa gratitude personnelle envers la clémence d'Édouard IV et la prudence inhérente de Stafford. Elle y parvint, grâce à la persévérance, à la répétition et à une gestion délicate de son orgueil blessé. En 1470, lorsque le comte de Warwick lança sa rébellion contre Édouard IV, Stafford était prêt à changer d'allégeance. Cette même année, le paysage politique connut une nouvelle transformation. Richard Neville, comte de Warwick, tristement surnommé le faiseur de rois, avait auparavant soutenu Édouard IV et combattu Henri VI pendant des années. Cependant, des changements politiques l'amenèrent à s'allier à Marguerite d'Anjou, dans le but de rétablir Henri XVI. Cette alliance était singulière compte tenu de leur inimitié passée, mais la politique réunit souvent des partenaires improbables, et l'honneur blessé de Warwick éclipsait ses allégeances antérieures. Marguerite observa attentivement ces événements, avec un optimisme croissant. Si Henri VI regagnait le trône, si les Lancastriens l'emportaient, son fils pourrait être autorisé à rentrer d'exil gallois. Elle contacta prudemment d'autres partisans lancastriens, évaluant la possibilité d'une rébellion. Ces communications étaient extrêmement risquées. Une révélation entraînerait une mort certaine pour tous les partis. La restauration d'Henry Hill en octobre 1470 parut miraculeuse à Marguerite. En 1471, Édouard IV revint d'exil en Bourgogne, accompagné de son frère Richard de Gloucester, mettant fin au bref règne d'Henri VI, qui avait suivi son transfert de la Tour de Londres pour reconquérir le trône. Le roi, mentalement instable, semblait désemparé tandis qu'il passait du jour au lendemain de prisonnier à souverain. Marguerite assista à sa cérémonie de restauration à Westminster, constatant de visu la fragilité et la confusion des Henri VI. Cependant, cette restauration fut de courte durée. En mars 1471, Édouard IV était de retour avec le soutien de la Bourgogne et d'une troupe de mercenaires aguerris. Il gagna le soutien des nobles déçus par les troubles et l'incertitude, ce qui mena aux batailles décisives de Barnet le 14 avril et de Tewkesbury le 4 mai 1471, où Warwick tomba au combat et où la cause lancastrienne prit fin. L'année 1471 marqua un tournant majeur. La bataille de Tewkesbury marqua la chute définitive des Lancastres et la disparition d'Édouard, prince du pays de Galles, dernier héritier légitime du trône du roi Henri VI. Le prince périt au combat. Cependant, d'autres récits évoquent son assassinat après sa capture. Sa mort, conjuguée à la disparition ultérieure du roi Henri VI, mit fin à la lignée lancastrienne ininterrompue. Le fils adolescent de Marguerite s'imposa comme un redoutable prétendant à la succession lancastrienne, faisant de lui l'un des personnages les plus dangereux d'Angleterre. Ses prétentions étaient complexes et lointaines, s'étendant à toute la lignée de Beaufort et entachées de doutes quant à leur légitimité remontant à plusieurs générations. Cependant, en l'absence d'héritier lancastre direct, les prétentions d'Henri Tudor gagnèrent en importance parmi les résistants au règne des Yorkistes. Henri Tudor, alors âgé de 14 ans, confronté à un danger imminent pour sa vie, prit une résolution funeste, s'exiler, plutôt que de risquer la capture et une exécution quasi certaine. Le choix était douloureux, mais vital. Rester au pays de Galles signifiait la mort, tandis que l'exil impliquait de renoncer à tout et à tous ceux qu'Henri avait connus. Par une nuit de tempête de septembre 1471, Henri Tudor embarqua à Tenby, entamant une période de 14 ans d'exil en Bretagne. Le départ fut précipité et périlleux. Les forces yorkistes se rapprochaient des derniers bastions lancastriens du pays de Galles. Henri et Jasper n'eurent peut-être été prévenus qu'1 heure avant l'arrivée des soldats du château de Pembroke. Marguerite, la mère d'Henri,
n'était pas présente à ses adieux. Elle était en Angleterre, ignorant que son fils fuyait pour sauver sa vie que quelques jours plus tard. Lorsque la nouvelle lui parvint enfin, le choc fut brutal. Elle avait été séparée d'Henri par l'immensité du pays de Galles pendant 14 longues années. Séparée par la Manche et l'hostilité nationale, elle doutait de pouvoir se revoir un jour. Perchée au sommet des falaises galloises, perdue dans ses pensées, Margaret se préparait à perdre tout ce qui comptait. Son fils pourrait disparaître à jamais. Cause vaincue, dirigeant tué ou déplacé. Sa situation s'aggrava tandis qu'Édouard IV consolidait son règne et cherchait à se venger de ses adversaires. L'Angleterre redevint son foyer, grâce à son union avec Henri Stafford. Cependant, son cœur, autrefois maternel, s'endurcit, devenant plus solide que l'acier. Si elle ne pouvait être une mère traditionnelle, Margaret décida de devenir quelqu'un d'autre, une tacticienne, une endurante, une femme déterminée à placer son fils exilé sur le trône d'Angleterre. La douleur de la séparation se mua en une ambition glaciale. Sa transformation fut saisissante. Considérée à l'origine comme une dame tranquille et pieuse, Marguerite se transforma en une brillante stratège politique, semblant anticiper chaque circonstance. Elle initia la création d'alliances, à travers l'Angleterre, dénichant des nobles influents susceptibles de soutenir la future restauration de son fils. L'entreprise était risquée et laborieuse, mais elle lui donna une orientation. Henri Stafford mourut en 1471, peu après le début de son exil. Le moment de sa disparition éveilla les soupçons chez certains spectateurs. Stafford était malade suite à une blessure de guerre, mais sa disparition fut un atout précieux pour les machinations politiques de Marguerite. On ignore s'il s'agissait de causes naturelles, d'empoisonnement ou d'un simple stress. Cependant, sa mort offrit à Marguerite une plus grande liberté pour poursuivre ouvertement ses aspirations. À presque 30 ans, 2 fois veuve, Marguerite se trouvait à un tournant décisif concernant son 3e mariage. Au lieu d'opter pour la sécurité en épousant un noble mineur afin de préserver ses biens et de s'isoler pour pleurer la mort de son fils, elle choisit l'influence. Son 3e époux était Thomas Stanley, Lord Stanley, un noble anglais politiquement avisé. Habile dans l'art du timing qui avait renversé bien d'autres, il excellait à rejoindre la faction victorieuse à la dernière minute, changeant d'alliance avec fluidité pour toujours être du côté de la résolution de tout conflit. La famille Stanley disposait d'importantes forces militaires dans le nord-ouest de l'Angleterre et de liens politiques s'étendant de la cour royale aux guildes marchandes. Pour Margaret, une alliance avec Stanley lui donnait accès à des réseaux de renseignement, une influence politique et une assistance militaire potentielle, bénéfique pour les projets futurs de son fils. A l'inverse, épouser Margaret lui conférait la noble lignée de Beaufort et des relations au sein de l'aristocratie. Ce mariage constitua une alliance stratégique étonnamment fructueuse. La célébration grandiose, conforme aux normes de l'époque, visait à souligner l'influence persistante de Marguerite pendant l'exil de son fils. Pendant 3 jours, tournois, banquets et cérémonies religieuses attirèrent des nobles de toute l'Angleterre. Édouard IV lui-même honora l'événement, reconnaissant peut-être la prudence de garder à l'œil une figure potentiellement dangereuse comme Marguerite Beaufort, plutôt que de la laisser agir subrepticement. Le contrat de mariage était complexe et méticuleusement planifié. Marguerite conserva la possession de ses domaines Beaufort et l'autorité nécessaire pour défendre les causes de son fils. Stanley trouva une partenaire dont l'intelligence et les relations renforcèrent ses propres prouesses politiques. Tous deux étaient conscients que leur union reposait sur un intérêt mutuel plutôt que sur une affection romantique, une approche pragmatique face aux défis rencontrés. Durant le règne tumultueux d'Édouard IV, ils persévèrent malgré les purges et les troubles politiques qui coûtèrent la vie à nombre de leurs pairs. Marguerite, mariée à Stanley, utilisa sa position pour recueillir des renseignements sur la politique royale et maintenir le contact avec les exilés et les alliés potentiels. Pendant ce temps, Stanley dissimulait ses activités, tout en renforçant sa propre base de pouvoir en prévision de futurs conflits. Henri Tudor mûrit en exil durant ses années en Bretagne, une terre prise entre les forces opposées de la France et de l'Angleterre. Sa position était fragile, car il jouissait d'une certaine importance en tant qu'allié potentiel ou élément de négociation, mais représentait également
un danger en tant que point focal de la résistance anglaise contre Édouard IV. La correspondance entre la mère et le fils se raréfia et devint cryptée au fil du temps. Ils utilisaient de fausses identités, de l'encre invisible et des codes complexes pour leur communication. Des informations étaient dissimulées dans d'inoffensifs échanges commerciaux ou familiaux, servant de canal clandestin entre le réseau de renseignement de Marguerite en Angleterre et la cour d'Henri en exil. Malgré sa lourdeur et son manque de fiabilité, ce système constituait le lien essentiel pour maintenir la communication. La peur rongeait Marguerite, qui doutait constamment de la survie de son fils, qu'il ait été victime d'assassins yorkais, ou qu'il ait succombé à la maladie ou à un accident à l'étranger. L'incertitude était sans doute plus angoissante que la finalité d'une tragédie avérée. Pour apaiser cette incertitude, elle rassembla un réseau complexe d'informateurs qui relayaient des nouvelles de Bretagne, marchands, pèlerins, diplomates, en bref, toute personne ayant des informations sur son fils ou son état. Son réseau de renseignement était remarquable par son ampleur et sa sophistication, comptant des informateurs au sein des cours royales, des guildes marchandes, des communautés monastiques et des maisons nobles d'Angleterre et du continent. Les nouvelles lui parvenaient par un réseau de communication secret qui aurait stupéfié des espions chevronnés. Elle avait une idée précise des manœuvres militaires avant certains commandants, écoutait les rumeurs du palais avant qu'elles ne parviennent au monarque, et surveillait le bien-être et la loyauté des alliés et adversaires potentiels. Édouard IV mourut subitement en avril 483, laissant son fils Édouard V, âgé de 12 ans, monter sur le trône. La disparition du roi fut brutale, mais pas totalement imprévue. Il avait mené une vie d'excès en nourriture et en boisson, et sa santé se détériorait depuis des années. Cependant, sa mort à 40 ans déclencha une crise immédiate au sein du royaume, car un dirigeant mineur nécessitait une régence qui pouvait potentiellement évoluer vers une dictature, mais le jeune roi ne serait jamais couronné. Son oncle Richard, duc de Gloucester, prit le pouvoir lors d'un coup d'État qui laissa même la noblesse brutale d'Angleterre stupéfaite. Édouard V et son frère Richard disparurent dans la tour de Londres, pour ne jamais réapparaître vivants. Richard III fut couronné en juillet 1483. Cependant, son règne a débuté sous un voile de suspicion, qui est resté intact tout au long de son règne. Pour Marguerite, la prise du pouvoir par Richard représentait un mélange de menaces terribles et de chances sans précédent. Cette prise de pouvoir anéantit la légitimité yorkienne, rendant la prétention lointaine d'Henri Tudor, via la ligne de Beaufort, envisageable face à un roi largement accusé de meurtre d'enfants. Marguerite se mit à comploter avec une audace inouïe, par l'intermédiaire de l'évêque John Morton et d'autres exilés. Elle orchestra un soulèvement en Angleterre, tout en organisant une invasion de son fils depuis la Bretagne. Le complot exigeait un timing impeccable, un financement substantiel et des communications sur des centaines de kilomètres de terrain hostile. La rébellion s'effondra en octobre 483 après ce JC, lorsqu'une trahison révéla le projet d'invasion d'Henry. Marguerite assista impuissante à l'exécution de ses complices. Elle échappa de justesse à la mort grâce à son mariage avec Stanley, mais fut assignée à résidence et déchue de ses titres. Cependant, Marguerite ne céda pas à la défaite. Malgré son emprisonnement, elle persista dans ses manigances, à l'aide de messages codés et de serviteurs loyaux. Pendant des mois, elle planifia non seulement le retour de son fils, mais aussi son accession au trône. Lorsqu'Henri envahit Milford Haven en août 1485, les efforts de longue date de Marguerite pour soutenir la famille de Costanley portèrent leurs fruits. À Bosworth Field, le 26 août 1485, Richard III trouva la mort sur le champ de bataille du Leicestershire. Les forces de Stanley, censées aider Richard, le trahirent. Une manœuvre orchestrée par Marguerite au fil d'années, de manœuvres stratégiques. Son fils devint roi d'Angleterre. Après 28 ans de séparation, 14 ans d'exil et des décennies de planification minutieuse, Henri VII sortit victorieux. Marguerite occupa la position de femme la plus puissante d'Angleterre, mais elle ne connut plus jamais le lien simple d'une mère et de son enfant, que les impératifs politiques lui avaient enlevé. Marguerite vit son fils fonder la lignée des Tudors, épouser Élisabeth d'York pour réconcilier les maisons rivales et engendrer Henri VIII. Elle s'éteignit en 1509. Peu après le couronnement d'Henri VIII, après avoir réalisé une ambition née au cœur du château de Pembroke, lieu de sang. Le prix payé par Marguerite pour son triomphe est incalculable.
Elle offrit son corps pour donner à l'Angleterre un monarque, sa maternité à l'opportunisme politique et son bonheur personnel à des aspirations dynastiques. La jeune fille de 13 ans, se tordant de douleur au château de Pembroke, pouvait à peine imaginer la femme qu'elle deviendrait. La mère du roi, la fondatrice de la dynastie, celle qui mit fin à la guerre des 2 roses par affection maternelle, transformée en richesse politique. À l'abbaye de Westminster, où repose Marguerite Beaufort, dans son tombeau de marbre noir, les visiteurs peuvent déchiffrer l'inscription latine, qui résume une vie d'accomplissement exceptionnel fondée sur un sacrifice extraordinaire. Cependant, ils ne peuvent percevoir les résonances d'un cri ancien, la plainte angoissante d'un enfant, annonçant l'avenir de l'Angleterre. Ce cri et le récit qu'il a initié sont enfouis dans les fortifications de pierre d'un château gallois, où l'Atlantique se brise contre les falaises, et où le vent murmure à travers les pierres usées par le temps, portant les échos d'une jeune fille devenue reine-mère, après avoir survécu à des tourments qu'aucun enfant ne devrait endurer.